Tout a démarré il y a à peu près 5 ans, c'était en 2015 quoi. Moi j'étais un peu poissonnier et très vite je me suis rendu compte que ce métier là, pour moi il n'avait pas trop de sens. On était plutôt sur le pillage des écosystèmes et ça devenait compliqué. J'étais du poisson de l'autre bout de la planète pour nourrir des gens alors qu'on a la Méditerranée à 2 pas. Ça commençait à être compliqué, quoi. Mon père était ouvrier agricole et je me souviens qu'à certains moments de l'année, c'était un petit martien. C'était un homme tout bleu. Évidemment, comme tous les gens de sa génération dans les années 60, 70 même, il aspergeait, il souffrait, il mettait des produits impossibles partout où il y avait du végétal. Et résultat des courses, peut-être, pourrais-je dire, il est décédé quelques années après avoir pris la retraite. Donc, de multiples études corroborent cette hypothèse que ces pesticides, donc perturbateurs endocriniens, sont un des facteurs de déclenchement de ces cancers. En tant que médecin, il est de notre devoir d'alerter la population et de donner des moyens simples pour limiter donc l'exposition à ces produits. Pour les médecins que nous sommes, eh bien, il s'agit de proposer aux personnes de manger bio, local, de saison. Effectivement, nous savons par plusieurs études internationales que la qualité nutritionnelle des aliments produits en bio, qui ne font pas des milliers de kilomètres, est bien plus importante. Et maintenant, il y a des jeunes producteurs qui essaient de faire en sorte de retrouver ces productions authentiques avec des saveurs qu'on a peut-être un petit peu dans le coin du cerveau et qu'on a complètement oublié. Et c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on trouve dans les étals des supermarchés. C'est évident. Cette prise de conscience et je prends une rencontre par hasard, je découvre le mot permaculture et là de suite, en faisant les recherches, ça prend assez du sens parce que de suite, j'ai décidé d'entamer ma reconversion professionnelle, quoi. Et les 3 principes plutôt fondamentaux de la permaculture, qui sont prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Et en étant sur un bassin maraîcher comme à Elne, avec des terres ultra fertiles, on ne pouvait que basculer vers ces techniques-là. Et après, très vite, c'est devenu mon activité principale. J'abandonne mon métier en juin 2017. Aujourd'hui, on a une exploitation qui fait 1,5 hectare et on réalise une belle aventure, on va dire, humaine. Parce que toutes les semaines, c'est 110 familles qui sont nourries sur l'exploitation. Et donc cette aventure aujourd'hui, elle continue parce qu'il y a un projet municipal, il y a une équipe, voilà, on parlait de l'humain, il y a une très très belle équipe, chacun avait des spécialités, mais tout converge vers le bon sens. On va pouvoir le démontrer qu'au niveau communal, au niveau du territoire, la permaculture peut s'exprimer pleinement. Donc, la terre d'Elne, la terre illibérienne, a nourri des générations et des générations. En fait, depuis des millénaires, elle nourrit des hommes et notre collectif, notre liste, elle pense que c'est encore un atout pour la ville. Elle peut encore nourrir plein de gens. Il ne faut pas culpabiliser, il ne s'agit pas de culpabiliser les agriculteurs qui sont en traditionnel. Au contraire, il faudrait qu'il y en ait plus, des traditionnels, des bio, des alternatifs, des gens qui travaillent sur l'agroforesterie. Mais ce que nous voulons, nous, c'est contribuer à faire en sorte que cette terre de nouveau soit travaillée par des générations d'agriculteurs qui ont envie de transformer l'agriculture en agriculture durable, qu'on les aide petit à petit donc à passer d'une agriculture traditionnelle qui utilise des fertilisants, qui utilise des pesticides encore, à une agriculture autour de ce que fait André, la permaculture, le bio, etc. Donc c'est ça l'idée, c'est que nous avons un sol riche, nous avons un sol riche, nous avons un sol que nous voulons rendre vivant de nouveau, parce que pour une part, dans certains endroits, il est mort, on va dire, il n'a pas de vie. Donc, on veut porter ça. Et nous avons
l'idée de créer un centre d'interprétation avec une association locale qui s'appelle Terre d'Alsabis, un centre d'interprétation de l'agriculture durable. Et là, c'est un lieu où on va regrouper à la fois, on va montrer que l'agriculture, c'est pas fini. L'agriculture, elle est en pleine mutation, elle a de l'avenir, et à Elne, qui est une terre qui a nourri tout le sud de la France, voire toute la France, puisque c'était une mercuriale, eh bien, on a encore un potentiel énorme. Et donc, avec ce centre d'interprétation où on pourra regrouper les AMAP, où on pourra faire de la formation, où il y aura une partie musée-exposition pour voir que les outils aussi se transforment, eh bien, voilà, ça c'est ce que nous portons. Nous voulons aider quand nous disons que nous voulons aider les productions locales, c'est que nous voulons que les enfants de nos écoles, les cheveux d'argent, les personnes âgées de nos EHPAD, les bébés de la crèche mangent des produits faits à Elne, cultivés à Elne de manière saine, des produits nourrissants, des produits où il n'y aura pas marqué par le pesticide. Et voilà, je crois que ça, c'est vraiment... On a cru longtemps que c'était fini l'agriculture sur Elne. Eh bien, je crois que notre équipe, Elne comme une idée neuve, une des idées neuves qu'elle porte, c'est que c'est pas fini et que, de nouveau, ça peut être un atout économique, une source d'emploi, une source de création de richesse. Voilà. Et donc, en même temps, en préservant le sol, en préservant la nature et en nourrissant les gens avec des produits de qualité pour une meilleure santé. Donc au sein de notre projet, nous avons les mêmes valeurs et nous souhaitons appuyer toutes ces forces vives pour faire en sorte d'innover sur les politiques futures, sur toutes les actions, environnement, préservation de la nature, travail de la terre. Tout ça, c'est notre avenir, c'est important et c'est aujourd'hui que ça se joue et les gens en ont bien conscience, donc il faut y aller. C'est quoi la permaculture? Surtout la permaculture adaptée au secteur agricole. Du coup, nous, ce qu'on fait dans notre système de production, on travaille avec les techniques de maraîchage sur vivant, d'agroforesterie et de biodynamie. C'est probablement les 3 paramètres qui font qu'aujourd'hui, on va pouvoir remettre de la vie dans le sol, recréer de la biodiversité et fixer du carbone. Le carbone, tout simplement, c'est le fruit de la photosynthèse, c'est du branchage, c'est de la feuille morte. Et donc, du coup, nous, on utilise les déchets des dents pour créer un produit qui est exceptionnel pour nos cultures et qui va répondre à tous ces services agro-environnementaux que l'on souhaite. Donc, par exemple, un sol vivant, c'est très simple. Ici, comme tu peux le constater, tout ça, c'est du broyat qui se dégrade en humus, qui va alimenter toute la faune du sol. Et la flore aussi, les champignons, les micro-organismes, tout ce cortège qui va nous permettre de créer une alimentation saine. Et derrière, eh bien, ça va se constater par une grande porosité dans le sol. Donc nous, on n'a pas besoin de travailler mécaniquement les sols pour remettre de l'oxygène et ça pour faire pousser nos plantes. C'est la nature qui le fait d'elle-même. Et donc, voilà ce que c'est un sol vivant. C'est un sol, comme tu peux le constater, qui est plein de galeries de vers de terre, qui se structure, qui s'émiette, tu vois, qui crée ce qu'on appelle des agrégats. Donc c'est toutes ces petites boulettes que tu peux remarquer. Et là-dedans, eh bien, la fertilité, elle est présente. Donc là, par exemple, tu vois, de l'humus récupéré en surface et qui redescend dans les horizons. Et ça, c'est le travail du ver de terre. Tu peux le voir là au niveau de cette fracturation. Et donc les racines, eh bien, elles vont passer là-dedans et automatiquement, eh bien, écoute, ça va se faire seul. Le résultat, il est là. C'est que tu peux voir que ça pousse. On n'est pas embêté par l'enherbement parce qu'on met du paillage en surface. Donc, il faut savoir que ce service agro-environnemental, on a eu la tempête Gloria il y a quelques temps en arrière. On a eu beaucoup de parcelles agricoles qui ont été inondées. Ici, en pleine tempête Gloria, tu pouvais récolter sans aucun problème. Il y avait une absorption de l'eau dans nos sols et derrière, ben, c'est les nappes phréatiques qui en profitent. Donc l'eau, au lieu de partir à la mer, ce qui se passe souvent sur des sols morts parce que c'est hyper compacté, le travail répétitif des engins agricoles font que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Ici, tu arrives à résoudre ces problèmes. Donc imagine que si sur les communes environnantes, mais même sur un contexte national, voire international,
l'agroécologie prenait le pas, tu ne serais plus embêté par des problèmes comme ça. Et avec le dérèglement climatique, on voit que ces techniques sont les solutions aux problèmes environnementaux actuels. De plus, il faut savoir que dans ces techniques, les pesticides en sont complètement exempts parce que les plantes sont capables de se structurer, notamment grâce à la vie souterraine, de sucres complexes. Et les sucres complexes n'intéressent absolument pas les prédateurs, donc on n'a pas besoin de mettre de pesticides pour résoudre les problèmes de ravageurs. Donc voilà, tu vois que la boucle est bouclée et derrière c'est l'humain qui en profite. Et je pense qu'il va falloir vite mettre ça en place. Et donc comme on le redisait tout à l'heure, au niveau de la commune, c'est le souhait de pousser l'agroécologie, le savoir pour qu'un maximum de personnes puissent s'installer sur notre bassin. Bon, moi, le côté permaculture, je me suis un petit peu intéressé sur la face économique. Si on creuse un petit peu et qu'on s'aperçoit et qu'on regarde un peu plus précisément la permaculture, les rendements que ça apporte au mètre carré par rapport à une agriculture traditionnelle, on s'aperçoit très vite que les rendements sont bien plus élevés. Et du coup, ça permet une économie notable de terres agricoles. En plus de ça, le process de permaculture autorise un transfert des budgets qui habituellement sont alloués aux engrais chimiques, à la mécanisation et au carburant en agriculture traditionnelle vers de la main-d'œuvre, puisque cette agriculture est beaucoup moins mécanisée et n'utilise pas d'entrants chimiques. Donc, au travers de ces pratiques, ça met en avant une capacité à avoir une résilience importante par rapport aux paramètres extérieurs. La main-d'œuvre étant plus facilement adaptable qu'une machine figée dans le temps aux différents paramètres intervenants. Mais aussi, ça permet aussi de s'apercevoir qu'elle est productrice d'emplois au niveau local. Et donc c'est une des solutions, à mon avis, au regard de la crise économique qui s'annonce, conséquence de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Et cette économie est capable de produire, elle, de la main-d'œuvre, là où d'autres économies rentables la détruisent. C'est aussi pour ça qu'il nous faut absolument soutenir cette nouvelle méthode, même si elle existe déjà depuis un moment, cette nouvelle méthode de produire en local, de distribuer en local. Et c'est aussi pour ça que nous l'avons inscrit dans notre programme de campagne, puisque nous avons décidé d'ouvrir dans les années à venir une hall commerçante en centre-ville qui nous permettra de mettre à disposition de tous les Ibériens les bienfaits de cette agriculture, entre autres, et de toutes les productions locales. Par ce biais, la permaculture participera elle aussi à l'embellissement de la vie de nos concitoyens et au réenchantement de notre cœur de ville. Maintenant, il y a un retour du passé, des productions anciennes. Alors moi je pense qu'il ne faut pas être fétichiste en la matière, hein, que tout ce qui est du passé n'est pas forcément tout bon et tout ce qui est du présent n'est pas forcément tout mauvais. Mais il y a quand même plusieurs intérêts à les remettre au goût du jour. Au goût du jour, évidemment, du goût, pour commencer, mais également pour initier de nouvelles générations, les néo-ruraux, les gens qui s'installent, les futures générations, à faire en sorte qu'il y ait une éducation au goût, au bon manger et à savoir ce qu'on met dans l'assiette et ce qu'on produit dans la terre. Alors, moi j'ai le souvenir de salade, de l'ensaïmade qu'on faisait à Elne. J'ai le souvenir de tomates aux variétés anciennes. Alors des couleurs qui n'ont rien à voir avec le rouge uniforme, avec des défauts. Mais dans la nature, il y en a des défauts. Enfin, il n'y a qu'à voir un tronc d'arbre. Tous les troncs ne sont pas lisses. Il faut accepter le défaut. Ce n'est pas forcément un défaut, le défaut. Sur le plan philosophique, quand on accepte ce qui n'est pas un défaut dans la nature, eh bien peut-être que ça renvoie aussi au rapport à l'autre. Le petit, le grand, le gros, le handicapé, on dit « Ah, il a un défaut ». Mais pourquoi devrions-nous être tous pareils? Je pense que
la nature, c'est aussi une leçon de vie qui nous renvoie et qui peut nous donner une autre sensibilité et un autre regard par rapport à l'autre. Alors, les légumes, mais aussi les fruits. Moi, j'ai le souvenir des abricots, par exemple. L'abricot, le rouge du Roussillon, il y en a eu beaucoup, il n'y en a plus, pratiquement plus. Le boulida, il n'y en a plus. Ça, c'est des souvenirs très forts, avec des saveurs extraordinaires que je ne retrouve vraiment pas dans l'abricot lambda que je trouve chez le marchand de fruits ou dans le supermarché. Alors moi, je pense qu'il y a un devoir de mémoire, une exigence, mais également un appel au futur par rapport aux produits authentiques, anciens, qu'il faut vraiment remettre au goût du jour. Et ça prendrait tout son sens que cela se fasse en particulier, mais pas que, à Elne. Parce qu'à Elne, il y a ce fabuleux projet d'un centre d'interprétation de l'agriculture catalane, et ça donnerait du sens qu'à côté de ce centre d'interprétation, il y ait des jeunes agriculteurs, des jeunes producteurs qui réellement ensemencent, produisent en permaculture, en bio. Bon, on peut disserter sur les manières, mais de manière vraiment différente, toutes ces productions. Et c'est aussi une exigence d'éducation par rapport à la population et surtout aux futures générations. Bonjour, moi je suis ravie d'être ici parce que je me suis beaucoup occupée de culture dans ma vie et particulièrement d'une approche qui me tient à cœur, c'est l'écologie culturelle. C'est vrai que nous, par exemple, on a un projet de centre d'interprétation agricole et là, on balaye depuis des savoirs et des savoir-faire de pratiques agricoles sur ce territoire illibérien jusqu'à des questionnements de l'agriculture aujourd'hui. Donc on est pleinement dans une dimension culturelle, mais ça peut être aussi dans cette logique-là une approche artistique. L'an dernier, l'association qui porte ce projet, Terra dels Abis, a fait créer une exposition photographique à un jeune photographe originaire d'Elne, qui est un très beau travail. Peut-être que la dimension qu'apporte la culture et l'art, c'est la dimension imaginaire et projection dans le lendemain et dans ce qui n'existe pas encore. Donc ça peut aussi nourrir une démarche plus concrète qui est celle de donner la nourriture aux gens. Je suis intéressé par la démarche d'André par rapport à la permaculture. Au niveau de l'école, ça fait plusieurs années qu'on a institué le jardin d'école qui était une démarche traditionnelle dans l'école républicaine. Et on a 7 classes qui chaque année travaillent sur un jardin potager. Ils font des petites plantations de salades, de choux, de cultures d'hiver et des deuxièmes plantations de printemps. Et on a aussi depuis plusieurs années une habitude de travail avec l'IUT de Perpignan qui travaille aussi avec certaines classes sur le rôle des plantes, sur les biotopes, sur tout ce qui peut faire comprendre aux enfants l'intérêt de la nature et la protection de la nature. Voilà. Alors nous, sur notre école, évidemment, si on pouvait le faire, on souhaiterait pouvoir travailler la main dans la main avec des agriculteurs comme André, de façon à pouvoir amener aux enfants d'abord des gestes, parce que les enfants sont très très attachés aux gestes, leur montrer les résultats d'une plantation au bout de plusieurs mois, ça ils l'ont bien compris, il faut du temps pour une plante, et puis ils ont les capacités d'observation aussi, ils sont très précis dans les observations, donc regardez ce qui se passe autour de la plante, pour eux c'est important, mais il ne faut jamais oublier aussi qu'un enfant qui travaille, c'est comme un adulte, c'est-à-dire qu'à la fin il aime bien récolter son produit et l'amener fièrement à la maison. Donc voilà, l'histoire d'une relation qui pourrait exister entre la permaculture et l'école, ben oui, c'est tout à fait évident. Et j'espère qu'on va pouvoir réaliser des projets dans les mois à venir, avec l'association aussi Terra dels Abis, parce que c'est important d'amener aux enfants l'histoire de l'agriculture. Voilà. Et j'oubliais aussi que quand on est instituteur,
on voit loin, on sait que nos élèves, il faut leur donner des passions et peut-être que parmi eux, certains, à la fin de la troisième, auront peut-être envie d'aller voir le lycée agricole qui est à côté à Téza et dire je vais faire un travail dans cette spécialisation pour mon avenir professionnel. Aujourd'hui, la jeunesse est un exemple en matière environnementale. En effet, on s'aperçoit par exemple avec le mouvement de Greta Thunberg, mais bien d'autres à travers le monde, que les jeunes ont une vraie conscience citoyenne collective des questions environnementales et de préservation de la nature. Donc je pense qu'on doit vraiment s'appuyer là-dessus, c'est une réelle force et ils peuvent être moteurs de nombreux changements dans notre société. Aujourd'hui par exemple, les serres municipales ou les nombreux permaculteurs sont de vraies ressources pour ces groupes-là. En termes d'éducation, ils travaillent, ils collaborent, ils arrivent à échanger leur vision, une vision peut-être des fois un petit peu utopiste de la part des jeunes et plus professionnelle de la part par exemple d'agriculteurs ou de ceux qui travaillent les arbres, etc. Et ça permet de faire des ateliers pédagogiques qui éveillent nos consciences et qui font prendre du recul sur ce qu'on fait et sur tout ce qu'on pourrait faire. Tu vois, moi Thierry, j'ai passé quelques années au club de foot d'Elne, de l'âge de 6 ans jusqu'à 21 ans, jusqu'à senior. Le sport, c'est la santé et tout, mais je pense que l'alimentation, c'est quand même un facteur important dans tout ça. Ouais, je pense que la nutrition dans le sport est très importante, puisque dans notre programme, on parle de sport santé. Donc, un sportif en forme, c'est un sportif bien alimenté. Ouais. Et il est vrai qu'avec notre projet de ferme municipale, on pourrait imaginer un partenariat avec les écoles de sport, notamment peut-être l'école de rugby, comme exemple, et puis faire participer les jeunes à des ateliers de plantation ou peut-être de cuisine, voilà, pour essayer de les sensibiliser justement au bien manger. Voilà. Les légumes, ça ne pousse pas dans les supermarchés. C'est ce que la permaculture met en avant chaque fois, c'est pas de sectoriser une activité, c'est vraiment de créer des interactions et on voit qu'en créant des interactions, on va vraiment aller de l'avant et c'est une excellente idée. On peut complètement imaginer qu'ici, le temps de 2 ou 3 heures, un club puisse venir partager un moment avec un agriculteur, les parents aussi qui sont derrière, parce qu'il y a aussi un club de rugby, c'est toute une famille, ou un club de foot, c'est pareil, tous les clubs sportifs. On peut aussi imaginer, peut-être, lors de compétitions sportives, nous venir justement amener un peu ces nouvelles cultures, les présenter, et puis peut-être faire un repas d'avant-match, justement, basé sur la bonne alimentation. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je pense que là, on tient le bon bout et je pense qu'on va faire des adeptes. Donc on va... Adeptes et athlètes. Tout à fait. Et bien sûr, sportez-vous bien. Donc je suis médecin et j'ai exercé la gynécologie médicale pendant des années sur Elne. Et j'ai toujours été préoccupée par l'augmentation de l'incidence des cancers du sein et qui touchait de plus en plus de femmes, et surtout des femmes jeunes, avec des formes de plus en plus agressives. J'ai eu la surprise de découvrir que les pesticides organochlorés sont accusés d'être ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est une notion qui a été bien isolée depuis 30 ans à peu près. Donc ces perturbateurs endocriniens favorisent les cancers hormonodépendants, donc chez la femme le cancer du sein, chez l'homme le cancer de la prostate. Donc actuellement ce sont les premiers cancers en fréquence chez l'homme et chez la femme, avec des formes de plus en plus précoces, ça touche des femmes jeunes, des hommes jeunes, et des formes de plus en plus agressives. Donc de multiples études corroborent cette hypothèse que ces pesticides, donc perturbateurs endocriniens, sont un des facteurs de déclenchement de ces cancers. J'ai encore plus creusé la question et je me suis rendu compte qu'ils sont également accusés de déclencher des malformations des organes génitaux externes des enfants nés de mères qui ont été exposés à ces perturbateurs. Et le troisième volet, c'est sur les questions des stérilités. Actuellement, on s'est rendu compte que la fertilité des hommes, du sperme, décline au fur et à mesure des années. Et chez les femmes,
ces pesticides sont également impliqués dans l'augmentation du nombre d'endométriose et d'ovaires polykystiques qui sont des facteurs également d'infertilité chez la femme. Donc vraiment, ça appuie sur vraiment l'importance d'éliminer ces pesticides. De plus en plus, nous repérons en école des troubles du comportement qui nous font penser que quelque chose se passe au niveau environnemental, qu'on est exposé à des substances qui expliquent tout d'un coup l'explosion de troubles neurologiques et de troubles comportementaux chez nos enfants. Nous avons, en tant que parents d'élèves, effectué plusieurs enquêtes d'usagers, aussi bien à la crèche, où un de nos enfants était accueilli, et aussi en maternelle sur notre commune. Et on s'est rendu compte que 80% des personnes qui avaient répondu au questionnaire étaient très sensibles à l'alimentation qu'on propose à nos enfants. Et cela m'a confortée dans mon rôle de maman d'élève et de médecin, en me disant que les citoyens doivent s'impliquer dans les choix qui sont faits au niveau politique. Il est de notre devoir d'alerter la population et de donner des moyens simples pour limiter donc l'exposition à ces produits. Nos changements de comportement doivent intervenir rapidement si nous voulons protéger non seulement notre santé, celle de nos enfants, mais aussi celle de notre planète. Vous savez que les 10 prochaines années seront cruciales par rapport au changement climatique et à toutes ces questions de santé environnementale. Le collectif est un ensemble de personnes qui a beaucoup d'idées et qui a une expertise dans beaucoup de domaines, ce qui nous porte et nous permet de proposer beaucoup de solutions et des actions pour nous mettre en transition. Comme je vous l'ai dit, il est une urgence d'agir pour que notre monde aille vers du plus positif et que notre santé s'améliore. Donc c'est vrai que ce qu'on souhaite, c'est ramener des réponses concrètes aux problèmes actuels, quoi. Tout est lié, quoi. Et si on rentre dans cette dynamique où on prend soin de l'homme, on prend soin de la terre et on partage équitablement les ressources, c'est ce que prône la permaculture tout simplement. C'est quand même l'université australienne qui ont mis en place des cursus avec des profs. Donc c'est quand même quelque chose de poussé, de sérieux. Si on se base vraiment sur ces principes et ces éthiques, on ne peut que réussir notre projet et améliorer la vie de chacun. Et c'est notre objectif principal. On se rend compte que vraiment, si on sectorise nos spécificités, on ne va pas bien loin. Par contre, si on les partage, on peut même mettre en place une partie théorique et créer le projet en commun. Là, tout change et tout devient possible, quoi. Je pense que le partage, ça reste primordial. C'est vrai qu'avec le collectif, c'est un des piliers forts. Je pense que déjà, le projet est en train de résonner. Les gens sont en train de le percevoir, de le comprendre, de l'entrevoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que très rapidement, ça va porter ses fruits, quoi. On va pouvoir proposer quelque chose dans les premiers mois, quoi. Grâce à quoi? Grâce aux interactions entre le monde associatif, le monde professionnel et le monde institutionnel. Donc pareil, là on ne va pas sectoriser ces mondes-là, on va essayer de les faire croiser afin que la rapidité des uns, la connaissance des autres puisse favoriser un environnement intéressant. Et au niveau d'une commune, c'est intéressant, surtout d'une commune comme la taille d'Elne, 10 000 habitants bientôt, c'est la taille. C'est la taille qui est intéressante, où on n'est pas peu, on n'est pas trop nombreux, on va pouvoir rapidement créer ce dynamisme. Mais il faut savoir qu'on ne pourra y arriver que si c'est l'ensemble des habitants, des citoyens qui se met déjà d'une à y croire et à deux à le mettre en action. Donc il faut vraiment que ce projet et que ce groupe et le collectif s'étoffent. Et donc là, vraiment, on fera le nécessaire pour que chacun d'entre nous, en fonction de nos âges, nos professions, nos croyances, tout,
on puisse se regrouper et lancer cette dynamique. Parce que, comme dit le proverbe, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ce sera vraiment le credo du groupe.